dossier spécial sur Fréquence Évasion. À chaque instant, des sujets brûlants d'actualité, des faits de société. C'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, dossier spécial, nous serons en compagnie de Cyril Cornier de l'association Greenpeace et nous parlerons des énergies libres, du nucléaire et du dérèglement climatique. À tout de suite. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Fréquence Évasion vous donne l'écho du Grand Sud. Chaque jour, Fréquence Évasion est sur le terrain. De la Côte d'Azur au pays camarguais et languedocien, Fréquence Évasion vous fait vivre l'actualité du Grand Sud. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Cyril Cornier, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, nous avions fait il y a plusieurs années déjà des émissions avec Greenpeace précédemment. Pouvez-vous nous rappeler les principaux objectifs de Greenpeace ? Alors Greenpeace est une organisation non gouvernementale qui est indépendante des pouvoirs publics et économiques et uniquement financée par les dons individuels d'adhérents. Nous avons pour vocation de défendre l'environnement en général, les grandes causes environnementales, notamment la protection des forêts, des océans, la lutte contre les dérèglements climatiques, contre les énergies sales et polluantes comme le nucléaire aussi. Ouais. Principalement, en fait, nous attaquons à des grandes causes, je dirais, qui se répandent et qui se situent au niveau global. Donc on va s'engager sur des questions aussi importantes, par exemple, que les dérèglements climatiques qui touchent vraiment toutes les régions du monde, ou la baisse l'état des océans, ou la déforestation, vraiment des grandes causes mondiales et internationales sur lesquelles il est nécessaire d'avoir un engagement de tous les États et de tous les pays du monde. D'accord. Alors nous allons parler des énergies libres. Nous faisons régulièrement sur cette antenne des émissions sur les énergies libres et les dangers du nucléaire, avec la CRIRAD, avec Sortir du nucléaire par exemple. Quelle est votre position à Greenpeace sur ce dossier nucléaire ? Alors, vous le savez, Greenpeace s'est constitué il y a à peu près 40 ans, justement sur ce dossier du nucléaire. Il y a 40 ans, Greenpeace s'est en effet constitué, alors que les États-Unis commençaient une série de tests, non pas sur le nucléaire civil, mais sur les armements nucléaires. Et c'est à cette occasion que Greenpeace s'est constitué. Et puis, par la suite, Greenpeace a élargi son champ d'action, et notamment sur le nucléaire civil. Et nous avons, depuis le début, combattu l'implantation des différentes centrales nucléaires dans le monde et en particulier en France où le nucléaire a pris une part très très importante puisqu'il s'agit de 75% de la production d'électricité qui est fournie à partir du nucléaire. Notre engagement, il est sur cette question-là, il vient d'un constat en fait qu'il n'y a pas de nucléaire sûr en fait. On ne peut pas considérer que cette source de production d'électricité soit sûre et que l'impact est extrêmement dangereux. On l'a vu avec, par exemple, l'accident qu'il y a eu à Fukushima et qui a toujours lieu en ce moment, qui a impacté une très large zone autour de la centrale nucléaire et qui a eu un impact économique très fort, mais un impact humain aussi, qui est assez redoutable et terrifiant. Alors justement, on va faire une parenthèse. Quelle est la situation en ce moment à Fukushima ? À Fukushima, la situation n'a pas beaucoup évolué sur le plan de la centrale, c'est-à-dire qu'il y a toujours des réacteurs qui sont, à cœur ouvert, on va dire. Les fissures, les explosions n'ont pas pu être réparées tellement les taux de radiation sont extrêmement élevés sur place. Et puis, il y a surtout les impacts, c'est-à-dire qu'on voit autour de la centrale la zone qui a été de plusieurs dizaines de kilomètres autour de la centrale sur lequel il n'est plus aujourd'hui possible de cultiver, il n'est plus vraiment possible non plus d'habiter, de vivre en fait toute cette zone d'exclusion qui ne peut pas être réintégrée par les différentes personnes qui y habitaient ou les différentes personnes qui avaient une activité économique. La situation n'a pas vraiment évolué depuis l'accident. La question, elle ne peut pas se régler en quelques années. En fait, cette zone-là, elle est définitivement impactée par la fuite qu'il y a eu sur cette centrale. Et il faudra des dizaines, sinon des centaines d'années pour que cette zone géographique puisse être
réexploitée et pour être réhabitée par les Japonais. Oui, alors c'est une zone qui se situe à peu près à combien, 20-25 km? Oh, je crois que c'est... alors, je suis pas tout à fait spécialiste de la question nucléaire, mais c'est une zone d'à peu près 20 km autour du réacteur. Et au-delà, justement, de cette zone, est-ce que les populations sont en danger, sont irradiées? Quelle est la dangerosité pour les populations qui sont autour? La dangerosité pour les populations, elle est partiellement existante encore au-delà de cette zone. Il ne faut pas non plus... considérer que tout le Japon a été irradié par cette réaction. C'est essentiellement dû aussi aux conditions météorologiques au moment de l'accident de cette centrale, qui ont été plutôt, je dirais, favorables pour limiter l'impact, puisque une grande partie des radiations sont parties vers la mer et non pas vers les terres. Mais c'est vrai qu'on est passé à côté d'un énorme drame humain au Japon, au-delà du tsunami, bien sûr, qui était un premier drame humain, mais on est vraiment passé à côté d'un énorme drame humain pendant l'accident. Ouais. Aujourd'hui, tout le Japon n'est pas impacté par ces radiations. Bien entendu, aujourd'hui, la plupart des réacteurs nucléaires ne produisent plus d'électricité. Certains ont été réouverts, il y en a 2 à ma connaissance qui ont été réouverts, donc qui constituent à nouveau une menace pour les populations, puisque les réacteurs qui fonctionnent sont des réacteurs à qui potentiellement il peut arriver un accident. Ouais. Donc l'engagement aujourd'hui des citoyens est très très fort contre de nouvelles réouvertures de réacteurs, parce que justement ils ont peur d'accidents, ils ont peur que d'autres régions de leur pays soient impactées par un tel drame comme celui de Fukushima. Bien sûr, parce que vous vous souvenez de Tchernobyl, chez nous par exemple en France, le nuage s'était arrêté à la frontière, puis on a appris de nombreuses années après que, par exemple, dans le Gard, chez nous, dans le sud de la France, les terrains avaient été irradiés, notamment au Mercantour, où, paraît-il, au Mercantour, il y avait un taux d'irradiation assez important. Tout à fait. Alors, François Hollande a décidé de réduire le nucléaire de 50% d'ici 2015. Les associations et certains antinucléaires trouvent que cette transition énergétique est un peu timide et que le lobby nucléaire a la vie dure. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, sur ces deux aspects-là, je dirais qu'il y a 2 questions. La question du rythme avec laquelle on sort du nucléaire, et effectivement, nous trouvons aussi que l'objectif de François Hollande de réduire à 50% la part du nucléaire d'ici 2025 est bien sûr pas assez rapide, pas assez ambitieux. Nous avons par exemple proposé un scénario de sortie nucléaire complet qui nous permet à la France de sortir du nucléaire d'ici 2030-2032. Nous considérons l'étape de 2025, 50% de 2025 est loin de cette trajectoire-là, et que l'on peut faire beaucoup plus vite pour sortir du nucléaire. Mais surtout, derrière cet objectif de François Hollande, il y a l'objectif seulement de réduire la part du nucléaire, et il ne s'inscrit pas du tout dans la fermeture des réacteurs nucléaires. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il nie le risque associé à l'exploitation des centrales nucléaires. Et ça, c'est vraiment la chose qui nous dérange, parce que l'objectif pour nous est effectivement que la France s'engage dans, non pas la réduction, mais la fermeture complète des réacteurs nucléaires, des 58 réacteurs nucléaires français. C'est énorme, hein ? Alors maintenant, pour ce qui est du... Oui, c'est effectivement une part énorme, puisque ça représente 75% de la production d'électricité en France. Pour ce qui est de la force et de la vigueur du lobby nucléaire, bien entendu, on le constate, et on le constate chaque jour. On constate même que le gouvernement, en tout cas pendant les premiers mois qu'il a été installé, avait beaucoup de mal à se décider entre l'objectif qu'avait formulé François Hollande et malgré tout le soutien à la filière. On l'a vu qu'au travers de la banque d'investissement, les premières démarches étaient vers le soutien des sous-traitants des filières nucléaires, par exemple. Des signes qui ont été assez inquiétants. On a entendu Arnaud Montebourg vanter les filières nucléaires, etc. Des signes qui nous paraissaient très inquiétants et qui nous paraissaient effectivement la marque de la puissance et de la vigueur du lobby nucléaire en France. Et puis on le sent aussi au travers du débat sur la transition énergétique. Les débats en interne du Conseil national du débat sur la transition énergétique sont très largement freinés dès lors que l'on aborde la question du nucléaire, du risque nucléaire ou des coûts du nucléaire. Les participants au débat ont du mal à récolter les informations nécessaires pour évaluer réellement quels sont les coûts, les surcoûts de la production nucléaire
et quels sont les risques associés à la prolongation de durée de vie des centrales. On le voit aussi dans les débats qui sont organisés pour les citoyens et les documents qui ont été fournis par le gouvernement aux citoyens. Nulle part la question du risque nucléaire et des surcoûts du nucléaire n'est abordée. Ah ouais. Alors justement, rappelons les risques et les coûts qu'engendre l'énergie nucléaire à court et moyen terme, compte tenu justement des deux catastrophes majeures. On parlait de Tchernobyl à l'instant et de Fukushima. Justement, on parlait récemment, avec sortir du nucléaire, des transports des déchets qu'on enterre à droite, à gauche. Enfin, visiblement, comme disent certains auditeurs, la France est une véritable poubelle, quoi. Effectivement, les risques sont de deux ordres. Quand on parle du nucléaire, il y a le risque des accidents. Donc là, on a mentionné déjà tout à l'heure Fukushima, Tchernobyl. Donc c'est un risque qui n'est pas négligeable et qui est dans un pays comme le nôtre le plus nucléarisé au monde aujourd'hui. C'est quelque chose que l'on doit prendre en compte lorsque l'on parle de l'énergie et du nucléaire. Le deuxième vecteur de risque, principal vecteur de risque, c'est bien sûr l'accumulation des déchets qui s'accumulent sur plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'années, et que l'on ne peut pas recycler, contrairement à ce que peuvent dire parfois Areva ou EDF. On ne peut pas recycler les déchets nucléaires. Donc on doit les entreposer quelque part. Alors effectivement, le transport des déchets, c'est, je dirais, l'augmentation du risque lié aux déchets, puisque on fait circuler au travers de la France et de ces territoires des vrais déchets qui sont extrêmement impactants sur l'environnement, avec le risque bien sûr lié au transport lui-même, au déraillement, aux problèmes de fuite, etc. Donc on a un vrai sujet autour de la problématique des déchets. Et puis hier, c'est par exemple ouvert à Bure la question de débat sur l'enfouissement des déchets, par exemple. Et la solution qui est proposée aujourd'hui, elle n'est pas du tout satisfaisante, parce que nous sommes absolument pas sûrs que ces déchets puissent être retirés de leur zone de stockage si jamais il y avait un problème, un incident dans cette zone de stockage. Et ça, c'est vraiment toujours la problématique du nucléaire, en fait, c'est que il n'y a jamais moyen de donner des garanties suffisantes sur la sûreté qui entoure l'exploitation des moyens de production nucléaire ou des moyens de stockage nucléaire. Et c'est pour ça que le nucléaire est extrêmement dangereux. Les coûts, c'est un autre risque, c'est une autre dimension des risques. Ils sont encore plus, je dirais, insidieux, un peu plus encore pervers, parce que on parlait du risque d'accident, par exemple. Associé à ce risque d'accident, il y a un coût qui, par exemple, a été chiffré dernièrement par l'Institut de radioprotection et de sûreté du nucléaire, l'IRSN, et qui évalue ce coût entre alors un coût médian qui est annoncé à peu près à 430 milliards d'euros, donc c'est à peu près un quart, un cinquième du PIB français, et qui pourrait monter jusqu'à 5 800 milliards d'euros si les conditions climatiques et la zone touchée par l'accident étaient proches de Paris, en gros. Ces grosses sommes, 5 800 milliards d'euros, c'est quand même 2 à 2 fois et demi le PIB de la France. C'est des sommes colossales, insurmontables, qu'un pays aurait énormément de mal à surmonter. Un autre aspect des coûts, c'est l'évolution du coût de l'électricité produite. Et ça, c'est quelque chose dont on entend moins parler en France. En particulier, en France, on dit toujours le nucléaire, c'est pas cher, c'est l'électricité la moins chère. D'ailleurs, notre électricité est moins chère qu'en Allemagne. On a beaucoup d'arguments qui vantent les mérites de cette électricité pas chère. Visiblement, c'est pas le cas. Vu le prix de l'électricité, c'est pas le cas. C'est vrai que l'électricité en France, le prix de l'électricité est moins cher qu'en Allemagne. Elle est à peu près à 12 centimes d'euros le kilowattheure, alors qu'en Allemagne, elle est autour de 20 ou 22. Mais dedans, on ne compte pas justement l'assurance, en tout cas l'argent que devrait débourser la France en cas d'accident. C'est le seul moyen de production d'électricité qui ne soit pas assuré en termes de responsabilité civile et de responsabilité d'incident industriel. Et puis il y a aussi les coûts de l'extension de durée de vie qui ne sont pas pris en compte, ou la gestion des déchets dont les coûts complets ne sont pas intégrés dans le coût de production d'électricité, ou le coût du démantèlement dont on n'est pas sûr qu'il soit intégralement provisionné par les producteurs d'électricité d'origine nucléaire. Donc tous ces éléments qui ne sont pas pris en compte aujourd'hui dans le coût de production de l'électricité nous donnent l'impression que l'électricité est moins chère, mais en fait accumulent une forme de dette potentielle que la France aurait à débourser en cas d'accident ou en cas d'incapacité à poursuivre l'exploitation d'une centrale nucléaire. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, si un incident se développait sur une centrale, c'est peut-être plusieurs centrales qu'il faut arrêter d'un coup.
et ainsi la France ne pourrait plus produire suffisamment d'électricité et devrait s'approvisionner auprès des autres pays à un coût bien sûr extrêmement élevé. Et tout cet argent pourrait être mis au service des énergies renouvelables. C'est quand même assez colossal. Oui, c'est ça, et c'est aussi ce que l'on montre dans notre scénario de transition énergétique. C'est-à-dire que on montre que les investissements aujourd'hui nécessaires pour maintenir la production nucléaire en France sont à peu près équivalentes, je dirais même un peu supérieures d'ailleurs, aux investissements nécessaires pour fermer les centrales nucléaires et les remplacer par des moyens de production renouvelables. Donc vraiment aujourd'hui, on a besoin d'investir de toute façon dans le système électrique. Soit on investit dans le nucléaire, soit on investit dans l'énergie renouvelable. Ça correspond à peu près à des niveaux d'investissement identiques, à peu près 500 milliards d'euros d'ici 2050, on va dire. Mais on n'a pas le même résultat dans les deux cas. Dans un cas, on a l'électricité nucléaire qui continue, les déchets qui continuent de s'accumuler, le risque qui continue d'exister. Et dans un autre cas, on met fin à l'accumulation des déchets, on met fin à l'accumulation du risque aussi, lié aux accidents de centrales, et on a une énergie qui est renouvelable, d'origine renouvelable. Oui, puis on peut pas accumuler des déchets comme ça, vitam aeternam. C'est pas possible. Bien entendu. C'est tout à fait un des problèmes des déchets, au-delà de la question du risque qu'ils entraînent, c'est que on va pas pouvoir continuer d'accumuler ad vitam aeternam ces déchets. Alors d'après Sortir du nucléaire, il y aurait 2000 incidents justement sur le parc des centrales nucléaires en France. Même si ce sont des incidents mineurs, ils existent quand même, des fuites, etc. Les centrales vieillissantes. Alors c'est vrai que la question du vieillissement des centrales est vraiment au cœur du débat aujourd'hui sur le risque nucléaire. On a des centrales qui en moyenne dépassent la vingtaine d'années, se rapprochent de la trentaine d'années, qui était la limite initiale quand elles ont été construites, et la question se pose de prolonger leur durée de vie. Alors la prolongation de durée de vie, c'est aussi l'augmentation du risque d'un accident sur ces centrales. Donc la question doit être vraiment arbitrée entre prenons-nous le risque de continuer à utiliser les centrales nucléaires et donc le risque d'avoir un accident qui survient dans les prochaines années, ou est-ce que nous limitons ce risque? Alors sur cette question, nous avons pris une trajectoire mais qui nous semble vraiment maximale, c'est-à-dire que on ne devrait pas de toute façon dépasser la limite des 40 années d'exploitation. Et d'ailleurs, dans notre scénario, aucune des centrales ne dépasse la limite des 40 années d'exploitation, et même la plupart sont fermées bien avant. Ouais. Parce que augmenter la durée de vie des centrales au-delà de 30 ans, c'est aussi, au-delà du risque qui grandit, c'est aussi réinvestir dans ces centrales, remettre de l'argent dans ces centrales, sans pouvoir complètement les sécuriser. Et cet argent, c'est autant d'argent qui sera détourné du développement des renouvelables, et donc de l'électricité renouvelable et sans risque par rapport aux questions du nucléaire. Donc c'est vraiment intéressant ce débat qui est, on ne peut pas investir 1 euro dans deux choses différentes. Soit on investit dans le nucléaire et on continue, on prolonge le nucléaire, on prolonge le risque, on prolonge l'accumulation des déchets, soit on investit dans les renouvelables, dans une électricité sans risque nucléaire et dans une électricité renouvelable, durable, propre, et pas forcément plus chère. Tout à fait. Alors le démantèlement des centrales nucléaires est très cher aussi. Oui, mais le démantèlement, c'est de toute façon quelque chose qu'il faudra faire. Et d'une certaine manière, plus tôt la France se lancera dans le chantier du démantèlement, plus tôt elle aura accès aussi aux chantiers de démantèlement qui auront lieu partout dans le monde. Aujourd'hui, il y a à peu près 400 réacteurs dans le monde, 400 réacteurs nucléaires. C'est autant de chantiers potentiels de démantèlement. Et la France, avec ses 58 réacteurs, peut vraiment devenir un des grands champions industriels du démantèlement de réacteurs. Donc c'est aussi une opportunité pour la France de se débarrasser, de fermer entre guillemets ces réacteurs nucléaires. C'est aussi l'opportunité de nouveaux marchés industriels, et notamment celui du démantèlement. C'est un marché extrêmement important en termes de volume dans le monde. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Radio Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le Sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Venez découvrir la cuisine et les recettes du Grand Sud. De la Corse à la Provence, du Languedoc au pays toulousain, toutes
les recettes du terroir vous sont proposées sur le site de Fréquence Évasion. Cliquez sur Programme et Cuisine. Bon appétit avec Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est dossier spécial. Nous sommes toujours en compagnie de Cyril Cornier de l'association Greenpeace. Nous parlons des énergies libres, du nucléaire et du dérèglement climatique. Alors justement, pourquoi ces lobbies nucléaires ne se lancent-ils pas dans l'énergie renouvelable? Alors, c'est pas tout à fait vrai de dire qu'ils ne se lancent pas dans les énergies renouvelables. EDF, par exemple, a développé une filière qui s'appelle EDF-EN, EDF Énergie Renouvelable. Areva aussi, d'ailleurs, l'augmentation de chiffre d'affaires en 2012 par rapport à 2011 du groupe Areva est liée uniquement à ses activités dans le domaine des renouvelables. Mais s'ils se sont lancés dans ce marché des renouvelables, c'est surtout hors de France qu'ils le font. Ah bon. Dans d'autres pays. Ouais. Parce qu'effectivement, en France, ils ne veulent pas que ça rentre en compétition avec la production électronucléaire. Donc, ils ont bien pris soin de le développer en dehors de France plutôt que sur le territoire français. Ouais, mais c'est pas très sérieux tout ça. Comment se fait-il que les Français, justement, ne sont jamais consultés sur rien ou pas grand-chose, et notamment sur la transition énergétique? En ce moment, en France a lieu un débat sur la transition énergétique. Il était annoncé comme étant un grand débat où toute la France entière allait participer, tous les citoyens allaient participer. Il y avait initialement le projet de lancer une grande campagne d'information très large, plurielle, qui devait durer plusieurs mois. Et ça, c'était normalement prévu en fin d'année 2012. Et puis, c'est vrai que dans les faits, on a vu qu'une fois de plus, cette phase d'information n'a pas eu lieu, que la grande consultation citoyenne s'est transformé en une série de débats un petit peu ici ou là en région, mais pas vraiment de grandes consultations. Et puis même, le gouvernement a annoncé une campagne de consultation des citoyens. Il s'agit en effet d'une consultation dans 11 régions de métropole plus 3 territoires d'outre-mer, sur une centaine de citoyens à chaque fois, que l'on va consulter sur les thématiques énergétiques. Et là encore, on voit que c'est pas tout à fait sérieux, c'est-à-dire qu'on a organisé un débat un petit peu à la va-vite, ouais. Un débat qui semble être plutôt une caution citoyenne au débat plutôt qu'un réel apport au débat. Et ça va même très loin parce que on voit bien que dans les documents qui ont été apportés aux citoyens, on a pu les consulter et la question du nucléaire est quasiment pas abordée, les risques n'y sont pas expliqués, la question des surcoûts liés au nucléaire n'y sont pas expliqués. Donc on voit en plus que le débat est continuellement biaisé. Alors il faut pas non plus se voiler la face. La question de l'énergie en France, le débat sur l'énergie, c'est un sujet extrêmement complexe. C'est un sujet sur lequel les citoyens aussi ont sans doute du mal à se mobiliser parce qu'il est extrêmement complexe et parce que aussi les questions de pouvoir d'achat, d'emploi sont des sujets qui les touchent de beaucoup plus près. Et c'est souvent ce qu'on reproche au débat sur l'énergie, c'est que quand il est diffusé, quand on en parle, on parle très mal justement des liens entre la question de l'énergie et la question de l'emploi, les liens entre la question de l'énergie et la question du pouvoir d'achat. Et c'est une des choses qu'on a abordées au travers de notre scénario, c'est de montrer que la transition énergétique, non seulement sur les aspects d'électricité, mais aussi sur les autres aspects de transport, de chaleur, c'était des gains en emploi et des gains en pouvoir d'achat. Et c'est ça qui est important aujourd'hui de dire aux citoyens, c'est que c'est une énorme aubaine pour l'industrie française, pour le secteur industriel de l'énergie, en termes d'emploi, mais aussi vraiment en termes de pouvoir d'achat. Il est vrai qu'on ne donne pas véritablement la vraie information aux Français, de toute façon. Sur ce point, c'est même parfois... ce serait drôle si c'était pas aussi sérieux, mais vous vous rappelez sans doute des discussions qu'il y avait autour de l'emploi du nucléaire l'an dernier, où on entendait Henri Proglio, le PDG d'EDF, annoncer que 1 million d'emplois dépendaient de l'industrie nucléaire en France. Et c'était un chiffre qui était même jugé farfelu par Anne Lauvergeon elle-même, qui était PDG d'Areva. Donc c'est pour dire combien les informations erronées sont ancrées dans les argumentaires fournis par l'industrie nucléaire elle-même. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant et d'extrêmement dommage pour pouvoir, et qui nuit en fait à notre capacité à avoir un débat réel, un débat instruit, un débat éclairé. On a l'impression qu'on ne veut pas faire appel à l'intelligence des citoyens,
mais qu'on est continuellement en train de dissimuler les faits réels, que ce soit sur le risque, que ce soit sur les coûts, que ce soit sur l'emploi. Et ça, c'est vraiment un réel problème aujourd'hui dans le débat public quand on parle du nucléaire et quand on parle de l'énergie plus généralement. D'autant plus que les énergies renouvelables créeraient beaucoup d'emplois. Mais ça, c'est ce que... il y a une autre étude qui n'a pas été menée par Greenpeace, mais qui a été menée par l'Institut Négawatt. Vous avez sans doute oui, absolument. Scénario Négawatt, qui est un scénario qui est un peu... qui a précédé celui de Greenpeace en France et qui est, je dirais, dans le même esprit, avec une grosse réduction de la part de consommation d'énergie, une consommation beaucoup plus efficace tout en conservant les mêmes usages, et puis le développement des renouvelables. Est-ce que une analyse a été menée là ces dernières semaines, et elle montre que en termes d'emploi, c'est entre 500 000 et 900 000 emplois supplémentaires qui pourraient être créés d'ici 2030. Donc c'est vraiment des volumes de création d'emplois qui sont gigantesques. Considérables. Et notamment, les économies en termes de dépenses sur des questions énergétiques sont, elles, extrêmement importantes. Et c'est un des grands vecteurs de création d'emplois. C'est-à-dire que tout ce pouvoir d'achat qui ne sera pas dépensé dans la dépense énergétique, dans le carburant, dans l'électricité, dans le gaz pour se chauffer, pourra être dépensé dans d'autres secteurs économiques en France et créer énormément d'emplois. Dans les spectacles, dans la production d'habits, dans la nourriture, enfin vraiment dans beaucoup d'autres secteurs. Et ça, c'est vraiment un élément très intéressant. Avez-vous des contacts à Greenpeace avec les membres du gouvernement ? Alors oui, Greenpeace, on a toujours travaillé avec le gouvernement. Quand on parle de contact avec les membres du gouvernement, c'est vraiment des relations de travail. C'est-à-dire que, je vous le disais tout à l'heure, Greenpeace est totalement indépendant des différents partis politiques, des différents pouvoirs politiques et économiques. Mais effectivement, nous sollicitons de temps en temps des rendez-vous pour apporter des arguments, des contre-arguments, pour discuter, pour essayer d'obtenir d'obtenir des avancées sur les questions énergétiques, mais aussi sur les autres secteurs sur lesquels nous travaillons, comme la forêt, les océans, ou les produits toxiques, par exemple, utilisés dans l'industrie des nouvelles technologies ou dans l'industrie de l'habillement, par exemple. Concrètement, qu'est-ce qu'ils vous répondent ? Ils vous disent oui, ou alors on est dans l'action. Parce qu'on a l'impression que c'est jamais suivi d'action. On en reste qu'au dialogue. Alors, l'action des gouvernements, c'est eux qui en sont maîtres. C'est-à-dire que, effectivement, nous, Greenpeace, mais aussi un certain nombre d'ONG, vous citiez tout à l'heure le réseau sorti du nucléaire, il y en a bien d'autres, nous essayons effectivement d'augmenter la pression sur le gouvernement pour qu'il prenne les actions, pour qu'ils agissent de manière à garantir à tous l'accès à de l'énergie renouvelable, à une énergie sûre aussi, et à un contexte exempt de toutes les difficultés liées au risque nucléaire ou au dérèglement climatique. Donc nous les poussons, nous augmentons la pression, mais c'est vraiment eux qui sont maîtres de leur agenda et de leur volonté en fait agir dans ce sens. Et là, quand on parle de volonté, c'est vraiment ça le sujet, parce que effectivement, ils accusent réception de nos arguments, ils constatent parfois et assez souvent en fait, que nos arguments sont étayés. Ça a été le cas par exemple avec le scénario de transition énergétique, mais on a du mal à voir effectivement des résultats, des actions, des résultats. Alors pourquoi ? Effectivement, on peut y voir la marque derrière de tout le lobby industriel pro-nucléaire qui continue de fournir des éléments, nous disent-ils étayés, mais on n'en a jamais en tout cas réellement les sources, il y a un vrai défaut de transparence là-dessus, et qui visiblement continue de freiner le gouvernement. Et ça va être des arguments que nous, en tout cas, nous jugeons pas toujours recevables, et en particulier puisque nous n'avons jamais réellement vu la démonstration des arguments qui étaient avancés, en particulier en termes d'emploi, en termes de coûts de production de l'électricité. Nous avons vraiment beaucoup de mal à obtenir les sources, des informations réelles qui permettent à l'industrie nucléaire de proclamer que d'une part le nucléaire est sûr, qu'il produit de l'électricité pas chère, qu'il est pourvoyeur d'emplois. C'est vraiment les informations dont on sent qu'elles sont au cœur du sujet, mais sur lesquelles nous n'arrivons pas à obtenir d'informations. Et c'est pourtant là-dessus que semble-t-il se base le gouvernement, les différents gouvernements, celui-là et ce précédent, pour décider. L'enjeu du débat aujourd'hui, c'est d'essayer de décloisonner cette stratégie, cet état de fait, de décloisonner tout ça en obtenant de nouvelles études, des choses qui seraient réellement transparentes et qui nous permettraient de voir en tout cas
quels sont les conseils de qui sont écoutés par le gouvernement, en tout cas les arguments de qui sont écoutés par le gouvernement. Oui, parce que c'est un cercle vicieux. On sait très bien aujourd'hui, c'est une évidence que le nucléaire est dangereux, quoi. On le sait. Donc, voilà. Je peux pas dire le contraire. Non, mais tout le monde maintenant le reconnaît, même les citoyens français, les auditeurs nous le disent. Alors donc, on leur donne pas la parole. On sait très bien que c'est dangereux, et les lobbies continuent à argumenter, et les responsables politiques continuent à dire oui. Donc ça tourne en boucle. Tout à fait, ça tourne en boucle. Mais si vous avez remarqué, les arguments restent les mêmes, toujours les mêmes. C'est-à-dire que par exemple, quand on va parler du nucléaire, on va nous dire le nucléaire c'est dangereux. Non, pas tout à fait. En tout cas, en France, on n'est pas exactement dans la même situation qu'au Japon, etc. Mais sans en avoir vraiment une démonstration probante. Et en fait, ça fait 40 ans qu'on attend la démonstration probante de la sûreté, que le parc nucléaire français est sûr. Et on ne l'a toujours pas obtenu. Et on va dire en même temps que fermer les réacteurs pour développer les renouvelables, c'est augmenter le prix de l'électricité. Mais là encore, c'est c'est un argument qui est complètement faux, puisque EDF, depuis pas mal d'années, exige une augmentation de 30% au moins d'ici 2015 ou 2016 du prix de l'électricité. Et s'ils le demandent, c'est pas forcément pour développer les renouvelables, c'est pour maintenir le parc nucléaire français. Donc les arguments qui sont utilisés sont toujours partiels. On dit que le développement des renouvelables va augmenter le prix unitaire de l'électricité, le prix du kilowattheure, mais on oublie de dire que le maintien du parc nucléaire va lui aussi augmenter le prix du nucléaire, le prix de l'électricité produite. Donc voilà, c'est par un jeu d'arguments qui sont toujours incomplets, qui sont jamais vraiment mis sur la table de façon transparente, que l'on continue de maintenir l'illusion que le nucléaire est d'une part sûr et d'autre part peu cher. Alors concrètement aujourd'hui, quelles seraient les techniques d'énergie libre, propre, qui se substitueraient au nucléaire? Alors, il y a deux vecteurs en fait qui permettent de sortir du nucléaire, mais aussi de réduire les émissions de gaz à effet de serre, parce qu'il ne faut jamais penser l'un sans l'autre. Bien sûr. Il faut toujours intégrer l'objectif qu'on doit se fixer, nous la France, de réduire nos émissions de gaz à effet de serre d'au moins un facteur 4 et d'un facteur 5 si possible. Donc toujours considérer les deux. Les deux leviers qui existent, c'est d'une part la réduction de la consommation, et ça c'est un élément extrêmement important. La réduction de la consommation, ça ne veut pas dire revenir à la bougie ou se déplacer sur un cheval. Hein. Non, parce qu'on l'a déjà entendu, ça, on l'a déjà entendu. Ah bah oui, on l'entend souvent, c'est aussi un des arguments qui est souvent utilisé par les pro-nucléaires, mais c'est malheureusement, enfin heureusement pour nous et malheureusement pour eux, un argument complètement faux et là encore qui n'est pas démontré. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire mieux utiliser l'énergie en fait, ça veut dire utiliser moins d'énergie pour le même usage ou même pour un plus grand usage des moyens de déplacement ou de la lumière ou du chauffage en général. La réduction de la consommation de l'énergie, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est bien sûr la substitution des moyens de production d'énergie fossiles ou fissiles par les énergies renouvelables. Et alors, sur l'électricité en particulier, il y en a plusieurs. Il y a bien sûr, vous connaissez les éoliennes, vous connaissez les panneaux solaires, il y a les hydroliennes, il y a l'hydroélectricité, il y a aussi éventuellement, quand il s'agit de cogénération, la biomasse, à condition qu'elle soit issue d'une centrale de cogénération chaleur et électricité. Nous ne recommandons vraiment pas que la biomasse soit utilisée pour produire de l'électricité directement. La biomasse, c'est le bois, en général. En gros, c'est le bois. Brûler du bois pour produire l'électricité, c'est vraiment pas efficace. Donc, vaut mieux utiliser du bois pour produire de la chaleur et utiliser la chaleur dégagée pour, au passage, produire de l'électricité. Donc ça, c'est un autre moyen de production de l'électricité. Et puis l'isolement des maisons. Voilà. Donc l'isolation des maisons. Le premier aspect, c'était réduire la consommation d'énergie en général et d'électricité en particulier. L'isolation des maisons, c'est vraiment un des moyens très très efficaces. C'est tout bénef. C'est bénef pour les gens, pour les particuliers qui vont dépenser moins d'énergie. Et quand on dit dépenser moins d'énergie, c'est acheter moins d'énergie, dépenser moins d'argent pour la facture énergétique. C'est tout bénef aussi pour les entrepreneurs et en particulier sur tous les territoires, toute la France, parce que c'est beaucoup d'activités économiques, c'est de l'activité de rénovation dans le bâtiment, donc c'est tout le secteur du bâtiment qui peut vivre au travers de ce projet de rénovation énergétique des logements. Donc c'est des emplois locaux, non délocalisables, qui vont durer sur une dizaine ou une vingtaine d'années, donc ça c'est très important. Et puis c'est tout bénef parce que ça permet de petit à petit réduire notre dépendance
au nucléaire et de fermer petit à petit un certain nombre de réacteurs. Alors concrètement sur le terrain, quelles sont les actions que vous menez à l'association Greenpeace ? Alors, vous avez vu sans doute par le passé le type d'action que l'on peut mener, que l'on voit habituellement, les grands coups, je dirais, médiatiques, un peu chocs, que l'on peut voir à la télé ou dans les journaux. Mais au-delà de ça, au-delà de ces coups médiatiques qui cherchent à attirer l'attention sur un sujet, en réalité, nous fournissons beaucoup d'expertise. Nous travaillons à créer de nouvelles expertises, de nouvelles études qui apportent de nouveaux éléments, justement pour continuer de convaincre la société civile, convaincre les industriels, convaincre au final les hommes politiques qu'il y a des manières alternatives de faire. Nous travaillons beaucoup sur les industriels. C'est souvent dans le secteur des entrepreneurs qui sont les porteurs de la transition, en fait, du changement. Alors, dans le domaine de l'énergie, c'est un peu particulier. Les décisions dépendent souvent énormément des politiques. Mais dans d'autres secteurs, comme le secteur forestier ou dans la protection de l'océan ou les produits toxiques dans les nouvelles technologies, c'est vraiment beaucoup les industriels qui ont entre leurs mains les moyens pour faire évoluer les choses. Et donc, nous apportons aux industriels des arguments pour leur démontrer que des alternatives sont possibles, qui sont pour eux tout à fait bénéfiques en termes des bénéfices qu'ils vont pouvoir faire, de l'image de marque qu'ils vont pouvoir montrer, et qui sont aussi bénéfiques pour l'environnement. Donc, typiquement, on peut rappeler par exemple des campagnes que nous avons menées auprès des grandes marques, par exemple de l'habillement dans le monde, au sujet des déchets toxiques qui étaient déversés dans les rivières en Chine, près des moyens de production de ces habits, par exemple. Nous avons donc fait une grande campagne de sensibilisation pour que les consommateurs puissent constater quel type de marque était responsable de déversement de produits toxiques dans les rivières, notamment en Chine. Et puis cette campagne, elle a mené des fruits parce que petit à petit, les entreprises ont réalisé qu'elles ne pouvaient pas continuer à produire des habits à n'importe quel coût et à n'importe quel coût écologique. Et avec l'aide de leurs consommateurs, ils se sont engagés finalement à mettre en place des processus qui permettraient d'éviter ce genre de dérèglements environnementaux. Donc voilà le genre aussi d'actions que l'on mène qui sont peut-être moins connues du grand public, mais qui sont aussi très efficaces et très importantes. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est dossier spécial. Nous sommes toujours en compagnie de Cyril Cornier de l'association Greenpeace. Nous parlons des énergies libres, du nucléaire. Et pour terminer, un mot sur le dérèglement climatique. Un exemple chez nous dans le sud de la France. Le climat s'est dégradé progressivement depuis 2004 environ. Nous avions à peu près 300 jours de beau temps par an et aujourd'hui nous avons 300 jours de mauvais temps par an. Il fait froid. On a l'impression de vivre... C'est vrai aussi dans le Nord. mais chez nous, oui, mais dans le Nord, on a toujours fait plus ou moins un temps bizarre à Paris, tandis que dans le Sud, il faisait toujours beau, ça c'est clair. Et si vous voulez, c'est un marqueur quelque part. Et alors, on a vraiment l'impression aujourd'hui de vivre à Lille. Et personne n'en parle vraiment à la télévision, c'est normal, on noie le poisson quand on présente la météo, etc., etc. Moi, je peux vous dire qu'on n'est plus dans le sud de la France et qu'on est vraiment à Roubaix, Tourcoing, Lille, voilà. Donc là, c'est vraiment flagrant et ça s'accentue d'année en année. C'est-à-dire que l'année dernière, c'était catastrophique et cette année, alors là, on voit même plus le soleil, quoi. Quand on a 5 minutes de soleil, c'est un cadeau. Alors qu'avant, quand on voyait un nuage, c'était une catastrophe. Donc là, vraiment, personne n'en parle. Alors, c'est un sujet très intéressant que vous abordez. Parce que ce que l'on constate ces dernières années, ces dernières décennies, on va dire, c'est vraiment une augmentation, une accélération des phénomènes climatiques extrêmes. C'est-à-dire
les sécheresses, les inondations, les grandes périodes de froid, ou ce genre ou les ouragans, ce genre de phénomènes climatiques extrêmes se sont d'une part multipliés, leur fréquence est beaucoup plus élevée, mais se sont aussi intensifiés, c'est-à-dire qu'ils ont ils prennent des ampleurs extrêmement importantes, et on l'a vu encore avec la tempête qu'il y a eu en Oklahoma. Ces phénomènes s'intensifient, ces phénomènes se multiplient, et véritablement je dirais la révélation que les dérèglements climatiques sont déjà en cours, c'est-à-dire ils sont déjà lieu. On est déjà dans la période de dérèglement climatique. Et ça, c'est vraiment extrêmement important, parce que ça nous rappelle qu'une chose, ça nous rappelle que nous avons jusque dans les années 2050 pour agir, si nous voulons garantir que d'ici la fin du siècle, nous n'entrons pas dans un bouleversement climatique que nous ne serions pas capables de gérer et de supporter. Et quand je dis nous, c'est vraiment l'humanité entière qui est face à ce danger des dérèglements climatiques. Alors, quand on parle comme ça, c'est très alarmant, c'est très alarmiste, et surtout on se dit, face au climat, qu'est-ce que nous, petits humains, pouvons faire? Alors c'est ce qui a été vraiment très intéressant dans les rapports de ce qui s'appelle le GIEC, le groupe international des experts sur le climat, qui regroupe des centaines, voire des milliers d'experts du monde entier, et qui a été mandaté par l'ONU pour mener cette expertise, ce suivi des dérèglements climatiques. Et il montre bien que l'activité humaine y est pour beaucoup dans ces dérèglements climatiques, c'est-à-dire qu'on a vraiment un impact très très fort de l'activité humaine, et que par conséquent, nous pouvons complètement agir pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est une grande partie des émissions de gaz à effet de serre proviennent de la production et de la consommation d'énergie. Donc on revient à la discussion que nous avons eue précédemment, c'est que c'est par la réduction de notre consommation d'énergie, le consommer mieux l'énergie, et le développement des renouvelables, et ce sont les deux seuls moyens qui nous permettront de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors maintenant en France, quel est l'impact que l'on peut avoir sur le monde quand on sait que la Chine, il y a 1,4 milliard d'habitants, l'Inde n'est pas non plus très loin, que les grands pays industriels comme les États-Unis ou la Russie, eux aussi émettent beaucoup plus que la France. Oui, mais la France, c'est un des pays clés en Europe. Et l'Europe, c'est une communauté de pays qui a un impact extrêmement important dans le monde, et notamment un impact sur les règles commerciales et économiques dans le monde. Et donc la France a un rôle à jouer en Europe, parce que l'Europe a un rôle à jouer extrêmement important dans le monde. Et c'est pour ça qu'en France, la vertuosité, en gros, que l'on va mettre à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi à sortir du nucléaire, c'est ce qui va permettre à l'Europe de gagner du poids, de l'efficacité dans la lutte contre les dérèglements climatiques, et de permettre aussi d'influencer les autres grands pays, les autres grandes régions, comme la Chine, comme l'Inde, comme les États-Unis ou la Russie. Et donc notre démarche, nous en France, elle est extrêmement importante en Europe, et pour avoir un impact au niveau mondial. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est comment, oui, nous en France, en agissant sur nos moyens de production et de consommation d'énergie, mais aussi sur l'agriculture, qui est un autre secteur qui émet beaucoup de gaz à effet de serre, comment nous on peut agir en agissant en France. Oui, nous sommes capables d'influencer l'Europe et d'influencer le cours des choses dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, certaines personnes nous disent ben non, il n'y a pas de dérèglement climatique, c'est déjà arrivé, etc., etc. Bon, aujourd'hui, on a 10 degrés à Nîmes, on est au mois de mai, fin mai, normalement on devrait être en t-shirt, on devrait avoir au moins 29 degrés, c'était à peu près les températures que l'on avait avant. Alors comment peut-on expliquer qu'à Nîmes, il fasse 10, 11, 12 degrés en plein après-midi, et qu'à Moscou, il fait 28? Alors, des incidents climatiques ou météorologiques comme celui que vous mentionnez, il y en a toujours eu. Il ne faut pas non plus faire d'une année une mauvaise année. C'est effectivement la fréquence de ces mauvaises années, l'amplitude que cela peut prendre, qui va être révélateur en fait de ces dérèglements climatiques. C'est tout à fait ce genre de raisonnement qu'il faut avoir, c'est-à-dire non pas constater effectivement qu'une année peut être mauvaise, mais quand on a des phénomènes climatiques de sécheresse ou de températures plus basses ou beaucoup plus élevées sur de très longues périodes, oui, ce sont des phénomènes qui se réfèrent au dérèglement climatique et qui nous démontrent qu'ils sont bien en cours, qu'ils sont bien aujourd'hui en cours, et qu'ils touchent toutes les régions du monde. Il n'y a pas de région épargnée. Il y a des fortes inondations dans certaines régions du monde actuellement. Il y a des fortes sécheresses. Il y a aussi des phénomènes climatiques, comme vous le décrivez aujourd'hui, sur l'Europe en général. Donc oui, tous ces phénomènes
accumulés tous ensemble, sont effectivement le révélateur des dérèglements climatiques en cours. Alors, qu'est-ce que vous pensez du phénomène El Niño? On en entendait parler il y a quelques années. Maintenant, c'est terminé, on n'en parle plus. C'est-à-dire que ce climat, ce dérèglement climatique engendrerait des inondations, des tornades, et que ça tournerait en boucle. Vous voyez, et ça ne s'arrêterait jamais. Il n'y aurait pas de stabilité dans le temps. Là, on touche un sujet qui est un petit peu compliqué, qui est El Niño. Il me semble que c'est un courant marin. Ouais. Je suis pas très calé là-dessus, mais il me semble qu'effectivement c'est un phénomène climatique récurrent et qui alterne entre El Niño, la Niña, et qui génère des phénomènes météorologiques, mais ceux-là sont complètement normaux. Ils n'ont pas trait à ce que l'on peut appeler le dérèglement climatique ou autre chose. Ce qui est sûr, c'est que les dérèglements climatiques ont un impact sur les différents courants marins, les différents phénomènes météorologiques classiques, et que c'est cette perturbation des différents courants marins, des différents courants d'air chaud, d'air froid, qui va entraîner les dérèglements climatiques. Typiquement aujourd'hui, un phénomène qui est important, c'est la fonte, par exemple, de l'Arctique. Ah oui. Chaque année, depuis plusieurs années, le niveau de la taille de la banquise en Arctique diminue fortement. D'ici quelques dizaines d'années, en été, l'Arctique aura complètement disparu. La banquise de l'Arctique aura complètement disparu. Ce phénomène a un impact sur le niveau de salinisation, la température de l'eau dans cette région, et qui a un impact sur les différents courants marins d'air chaud, d'eau chaude ou d'eau froide, d'eau salée ou d'eau douce, et qui va effectivement entraîner des perturbations sur le climat en général. Mais on entre vraiment effectivement dans des phénomènes extrêmement pointus, extrêmement précis, que j'aurais bien du mal à vous expliquer par le menu et dans le détail en quelques minutes. Toujours est-il que nous avons reçu Yann Arthus Bertrand il n'y a pas longtemps, et qui nous disait que là, maintenant il fallait plus rigoler, quoi. Il fallait faire attention. Il fallait vraiment faire un virage à l'angle droit. Ça fait déjà pas mal d'années qu'on le dit, effectivement, que la situation est délicate. Il y a 25 ans à peu près. En réalité, le moins on aura de choix. Et aujourd'hui, nous avons encore des choix, des options. Nous pouvons encore maintenir une économie efficace, pourvoyeuse d'emplois dans cette transition énergétique. Mais le plus on attend, le plus ça va coûter cher aux différents États du monde. Et le moins nous aurons d'options. Donc oui, pour dire que il ne s'agit pas de rigoler, il ne s'agit pas d'attendre. Maintenant, pas de catastrophisme, nous avons les moyens d'agir. Il faut juste commencer à agir. C'est ce qui est le plus dur aujourd'hui, c'est de décider les différents pouvoirs politiques, mais aussi économiques, qu'il est vraiment grand temps d'agir. Parce que le gros problème, c'est que la planète, elle ne va pas attendre. La planète, le dérèglement climatique ne va pas attendre. Non. Quels sont vos projets à Greenpeace? Vous devez en avoir beaucoup de projets. Oui, actuellement, on est effectivement très mobilisé sur ce projet de transition énergétique. Une loi devrait naître autour de la transition énergétique à l'automne ou en début d'année 2014, d'après nos renseignements. Elle a pris un peu de retard et nous sommes extrêmement mobilisés parce que justement, nous voulons que la France s'engage résolument dans la transition énergétique. Et la transition énergétique, c'est d'une part la réduction du risque nucléaire, mais aussi la lutte contre les dérèglements climatiques. Et pourquoi c'est important que la France le fasse aujourd'hui? Mais parce que au niveau européen, à partir de l'année prochaine, vont avoir lieu les négociations pour les objectifs climatiques de développement des renouvelables, mais aussi d'efficacité énergétique pour 2030. C'est-à-dire que l'Union européenne va se donner des objectifs, une trajectoire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour développer les renouvelables et pour réduire sa consommation d'énergie. Et il est important que la France soit tête de pont, je dirais, de la transition énergétique dans ces discussions au niveau européen. Qu'elle s'associe à l'Allemagne, qui est un des grands pays européens qui est déjà en transition énergétique, que tous les deux soient les éléments moteurs de la transition énergétique au niveau européen. Donc c'est important qu'en France, dès le début de l'année 2014, nous ayons un projet de loi extrêmement ambitieux, c'est-à-dire un projet de loi qui permette de sortir du nucléaire, mais aussi qui s'engage dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et ça, on le sait, ça ne peut passer que par deux trajectoires, la réduction de la consommation d'énergie et le développement des renouvelables. Est-ce que vous arrivez à faire passer des messages, vos messages à Greenpeace, sur les médias nationaux?
Écoutez, en tout cas, en ce moment, c'est délicat. La couverture, par exemple, du débat sur la transition énergétique est pas très très bonne. Mais ça, il y a une bonne raison à cela, c'est que le portage politique est effectivement catastrophique autour de cette loi. On a une ministre qui en parle très peu, qui a du mal à donner du rythme à cette discussion, à ce débat, à donner de la visibilité, à entraîner les citoyens dans le débat, à entraîner du coup les médias. J'imagine qu'au niveau national, ce qui se voit au niveau national se ressent aussi dans les médias régionaux ou locaux. C'est-à-dire qu'on a vraiment du mal à parler de la question énergétique parce que on sent bien que le gouvernement, le milieu politique n'est pas réellement engagé en fait dans cette discussion et dans ce projet de transition énergétique. Et c'est effectivement extrêmement dommage et extrêmement dommageable parce que ça n'aide pas la population française, la société française à elle-même s'engager dans ce débat. Effectivement, un des révélateurs est le grand désintérêt qu'ont les médias en général vis-à-vis de ce débat. Donc on peut vous retrouver sur Internet. Vous allez nous donner l'adresse de votre site déjà ? Alors, l'adresse de notre site, c'est www.greenpeace.fr. Et puis, puisque nous venons de sortir quelques outils sur Internet dernièrement, justement pour former et informer les citoyens sur la question énergétique, eh bien, il suffit juste de rajouter après greenpeace.fr/énergie et vous tombez sur 3 magnifiques outils très pédagogiques, des infographies qui permettent de tout apprendre sur la question énergétique. Est-ce que vous avez un message adressé aux auditeurs qui se font un peu de soucis, entre guillemets, pour le temps, pour le nucléaire, enfin, est-ce que vous avez un message peut-être rassurant ? Le message que j'aurais aux auditeurs, c'est surtout de eux-mêmes s'engager dans la transition énergétique. Il y a effectivement beaucoup de choses que l'on peut faire déjà quand on est un citoyen. On peut s'engager dans le développement des renouvelables en considérant comment installer soit des panneaux solaires, soit des panneaux solaires thermiques pour la production de l'eau chaude, ou se mettre à plusieurs, par exemple, pour un projet d'éolienne qui permettrait d'avoir une énergie peu chère et garantie par une production renouvelable, mais c'est aussi la rénovation de leur logement. Ne pas hésiter à se renseigner auprès des différentes agences régionales de la maîtrise de l'énergie, les AREN. Ne pas hésiter non plus à se renseigner auprès de leur région, de leur département, des aides qu'ils pourraient obtenir pour rénover leur logement. S'engager dans la transition et puis aussi parler aux hommes politiques, aux entrepreneurs, leur dire combien cette transition énergétique est nécessaire et combien il faut que tous les responsables politiques à tous les niveaux, au niveau local, régional et national, s'engagent de plein pied dans cette transition énergétique. Cyril Cornier, merci d'avoir participé à cette émission. Bon courage et à très bientôt. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Fréquence Évasion.